France Inter. Radio Star Berlin. It's morning edition from NPR News. France Inter, le 18-20, Fabienne Synthès. Et un jour dans le monde, c'est un jour au pays des Murdoch ce soir. Aucune personne vivante n'a fait plus pour diviser l'Amérique. Son modèle économique, c'est de mettre les gens en colère et la vérité ne l'intéresse pas. Alors ça, c'est l'ex-premier ministre australien qui s'appelle Malcolm Turnbull, qui a été premier ministre de 2015 à 2018, dont on sent qu'il a une dent, et on comprend pourquoi d'ailleurs, contre Rupert Murdoch, et on y viendra très vite. Bonsoir Eric Albert. Bonsoir. Vous êtes le correspondant du Monde au Royaume-Uni. Vous avez signé une très grosse enquête parue cet été dans le magazine du Monde sur la succession des Murdoch. Maintenant que le vieux a décidé de passer la main, comme on dit, je mets quand même des guillemets, le pays des Murdoch, je disais tout à l'heure en introduction, il l'a annoncé jeudi, Rupert Murdoch. Le pays des Murdoch, c'est quoi ? C'est pas une démocratie, c'est une murdocratie, comment on appelle ça à votre avis ? Le pays des Murdoch, c'est Dallas dans les médias. Il a commencé en 1952 avec un petit journal à Adélaïde en Australie. Il faut lui reconnaître ça. Ouais. Aujourd'hui, il a 60% des journaux australiens. Il a le Times, le Sun au Royaume-Uni. Il a Fox News, le Wall Street Journal, le New York Post aux États-Unis. C'est purement financièrement un succès majeur et évidemment une empreinte idéologique gigantesque sur tous ces pays. Alors 92 ans, affaibli physiquement, ça on le savait, modèle assumé de la série Succession, c'en est même extrêmement drôle. Il paraît d'ailleurs qu'il voulait faire l'histoire de Murdoch, puis finalement ils ont un peu colorié en dehors de ligne, mais honnêtement ça dit exactement la même chose. Il s'en va sans lâcher réellement, Eric Albert, puisque certes les rênes sont à Lachlan Murdoch, qui est l'un de ses fils, on y reviendra, mais quand même il garde un œil sur le groupe. Et puis qu'est-ce qui se passe ? Qui est au bureau depuis qu'il annonçait qu'il partait ? Rupert Murdoch. Rupert Murdoch n'arrêtera jamais de travailler jusqu'à sa mort, c'est à peu près certain, puisqu'il n'est plus président, mais plus que président émérite. Certes, ça ne change rien, puisqu'il n'est plus officiellement au conseil d'administration, mais il peut y être s'il veut, et surtout, il a la moitié des parts de la holding familiale qui détient 40% du groupe. Donc c'est lui qui décide toutes les grandes décisions stratégiques, rien ne peut se faire sans lui. Ça veut dire qu'il continue à faire exactement ce qu'il aime et ce qu'il faisait au fond uniquement ces dernières années quand les autres géraient au sens propre du terme le groupe. C'est être l'homme qui influence, l'homme qui manipule les politiques. C'est ça qu'il aime Murdoch. En fait, il n'y a que ça qu'il aime. Il adore être en face à face avec un Premier ministre. Son business model, c'est je vais voir le Premier ministre pour lui dire je vous soutiendrai si en échange vous changez un peu les lois, soit fiscales, soit sur la concentration des médias, et c'est un donnant-donnant permanent. Donc le Sun, par exemple, au Royaume-Uni, a très longtemps, c'est un peu moins vrai maintenant, fait extrêmement peur avec des dossiers contre certains hommes politiques, en disant, si vous faites pas ce qu'on vous demande, on sortira le dossier. Mais est-ce que vous croyez qu'il le fait vraiment par idéologie ou parce qu'il le fait désormais juste par jeu de la manipulation ? Parce que ça l'amuse trop de voir qu'ils sont tous à ses pieds. Vous décrivez dans cette enquête la fameuse réunion annuelle, c'était le 22 juin dernier. Tout le monde est là, le Premier ministre travailliste, il y a même le patron du MI5 qui est l'équivalent de la DGSI. Tout le monde est là à lui baiser la main, effectivement, comme vous dites. Est-ce qu'il le fait vraiment par idéologie ? Ou est-ce que voir les gens lui baiser la main, ça lui plaît terriblement, peu importe ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent ? Il adore être ce qu'il appelle être journaliste. Il aime le gossip, il aime le petit ragot, savoir qui fait quoi. Ça, il adore être dans les rotatives. Donc, il a un côté vraiment journaliste qui veut savoir, mais plus que l'idéologie, quand même, c'est l'argent qu'il a. Exactement. Je vous pose la question parce que c'est ce que vous dites dans votre enquête. L'un des interlocuteurs que vous avez dit l'argent avant l'idéologie. Ça veut dire même que lorsque Fox choisit Trump, c'est parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de se faire dépasser par CNN, donc il faut appuyer différemment et bam, on va soutenir Trump. On va même dire que tout était truqué. Donc il le fait pour l'argent, pas parce qu'il aime Trump. D'ailleurs, il le traite de taré. Murdoch déteste Trump, pense que c'est un imbécile et a longtemps essayé de contrer Trump. Depuis que Trump n'est plus président, ça fait 2 ans qu'il essaye de soutenir DeSantis et d'autres, et ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, c'est Trump qui a gagné contre Murdoch depuis 2 ans. Et résultat, à chaque fois, Fox, effectivement, revient vers Trump parce que ses téléspectateurs ont besoin de ça. Et donc, ce qui triomphe à chaque fois, c'est l'argent.
Quand on dit que c'est l'argent qui triomphe, je me demandais aussi si dans sa succession, s'il ne s'arrête pas vraiment, s'il accompagne son fils dans la transition, c'est aussi parce que les investisseurs, les actionnaires ont un peu la trouille, parce que ils pensent que le gars est pas forcément à la hauteur, donc ça fera perdre de l'argent au groupe. Est-ce que c'est ça aussi la raison pour laquelle il est quand même au bureau tous les soirs? Il y a eu un procès qui n'a pas eu lieu parce que Fox a payé 800 millions de dollars. Dominion, les fameuses machines. Contre Dominion, ils avaient laissé entendre qu'il y avait des machines truquées lors des élections, ce qui était évidemment complètement faux. Dominion a poursuivi en justice et Fox a dû payer 800 millions. Ça commence à faire cher. Les actionnaires commencent à dire peut-être que Rupert Murdoch n'a plus vraiment la baraque et il faut maintenant passer à autre chose. Donc il s'en va, mais la vérité c'est que puisqu'il a encore le pouvoir réel des grandes décisions stratégiques, c'est pas un vrai départ. Ce sera pas un vrai départ jusqu'à sa mort. La clan Murdoch, on dit que c'est le choix de la continuité parce qu'on dit que c'est le plus conservateur de la fratrie. Mais est-ce qu'il a le même entre-gens que son père? La clan Murdoch s'intéresse peu au pouvoir. Lui, ce qui l'intéresse, c'est faut que ça rapporte. Donc, il a une vision d'investisseur. Maintenant, si pour que ça rapporte, il faut dire du bien de Trump, Fox News dira du bien de Trump. Donc, il est beaucoup plus neutre d'un point de vue idéologique, mais il est prêt à jouer le jeu à fond. Pendant l'élection de 2020, on le sait maintenant parce qu'il y a eu ce fameux procès contre Dominion, la clan Murdoch, dès qu'il a vu que les téléspectateurs s'en allaient, parce que Fox News avait annoncé que oui, Trump a perdu l'élection, ils avaient annoncé l'Arizona d'abord, et c'est ce qui a agacé terriblement Murdoch à ce moment-là. Ouais. Exactement. Ce qui a agacé terriblement les téléspectateurs. Aussi, bien sûr. Et les téléspectateurs sont partis chez des chaînes concurrentes, et donc Fox a redressé la barre en disant en fait, peut-être qu'il y avait des tromperies, des tricheries, ce qui était évidemment complètement faux, mais ils sont revenus vers les téléspectateurs. Mais quand même, je m'interroge sur cette idéologie et surtout sur son influence désormais, Eric Elbert, parce que c'est vrai ce que vous dites, mais regardez, le Sun de Londres marche de moins en moins, et le Sun, c'était vraiment l'organe de l'euroscepticisme, c'était le Sun. Les journaux australiens étaient tous climato-sceptiques, et puis finalement, les électeurs ont choisi un Premier ministre qui n'est pas climato-sceptique. Fox, au fond, est-ce que vous racontez, ça dit aussi la même chose. On se dit même que d'ailleurs, désormais, on a engendré une espèce de monstre que les Murdoch ne maîtrisent plus vraiment. Donc en fait, certes, il y a encore ça, il y a cette envie de manipuler, mais est-ce que ça marche toujours autant? Ça marche pas à tous les coups, et d'ailleurs, il a toujours été là où le gagnant arrivait. Il a été conservateur sous Thatcher et puis pro-travailliste sous Blair, parce qu'il va soutenir celui qui va gagner. Et là, pareil, il était contre Trump, il aimerait être contre Trump, mais il n'y arrive pas, il revient vers Trump. Son influence est énorme, évidemment qu'elle est énorme, mais enfin, c'est quand même pas lui qui fait la pluie et le beau temps. D'une certaine manière, c'est traiter les gens qui lisent le Sun et traiter les gens qui regardent Fox pour des abrutis qui feraient exactement ce que leur disent les médias. Évidemment, non. Et donc, son influence est plus subtile qu'il n'y paraît. C'est pas un grand manipulateur, tout seul, qui tire les ficelles. Ça marche pas si bien que ça. Sachant, et notamment autour de Fox, que effectivement, c'est la clan Murdoch qui va prendre la succession, mais à l'époque de toutes ces histoires, c'était pas lui, c'était James Murdoch qui avait la main, et précisément ce qui était en train de devenir Fox, ça le gênait considérablement. Donc est-ce que c'est pas ça aussi, en fait, tout ce poids idéologique derrière Rupert Murdoch qui peut à un moment faire exploser la succession? La succession, de fait, n'est pas jouée du tout. Donc la clan, le fils aîné, est aujourd'hui le successeur officiel. Tant que Rupert Murdoch aura le contrôle de la holding familiale, de fait, il restera au pouvoir. Et donc, le moment où ça va se jouer, c'est le moment où il mourra. Et le moment où il mourra, les 4 des 6 enfants, c'est un peu compliqué, mais les 4 enfants seront à égalité. Et c'est les 4 du mariage du milieu, pour expliquer. C'est celle du premier mariage et les 3 du deuxième mariage. Ouais. Et il est fort probable que James, le frère ennemi de la clan, qui est démocrates, un peu plus à gauche, un peu plus centristes, on va dire, ressortent du bois et disent non mais moi je voudrais changer ça. Un peu plus centriste, comme vous y allez, Eric Elbert, il a financé la campagne de Joe Biden, il a donné de l'argent à CNBC, je crois, donc c'est très assumé, à moins que ce soit simplement une manière de faire un pied de nez à son père en lui disant moi je finance l'autre. Exactement, parce que quand il était au Royaume-Uni, très haut dans la hiérarchie, il était ultra conservateur, ultra libéral, et à ce moment-là, c'était parfaitement assumé. Le jour où il est parti du groupe en claquant la porte, parce qu'il s'est fait mettre à la porte quand même,
D'un coup, Il y a il est News devenu, of the World, il est il y a eu tout devenu ça, c'est ce qu'il y avait démocrate et de gauche. Donc, on va prendre ça avec une pincée de sel, comme on dit en anglais. Mais du coup, tout le monde s'accorde à dire qu'effectivement, tout peut partir comme dans la série Succession. On peut partir complètement en vrille dès lors qu'il sera mort, parce que les 4 vont exploser. Probablement les 3 se liguer contre celui qui dirige aujourd'hui. Est-ce qu'on peut lâcher Fox News, qui semble-t-il est trop encombrante? Qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux, en fait, Le problème des bookmakers, parce qu'on en est là pour l'instant. Le problème qu'ils ont, c'est que Fox News, ça rapporte 1 milliard par an. 1 milliard par an. C'est extraordinairement rentable. Contrairement, par exemple, à Bolloré, qui achète des médias, mais qui perd de l'argent, Fox News, ça gagne de l'argent. Et donc, est-ce qu'ils auront envie de le vendre pour encaisser un gros chèque et puis dire, voilà, je me lave les mains de toute cette idéologie? C'est bien possible. Ou est-ce qu'ils assumeront de dire, Lachlan, tu fais le sale boulot, mais tu nous envoies un petit dividende une fois par an? Possible aussi. Il y en a déjà beaucoup du dividende quand même. Au moment de la vente de Disney, ils ont touché combien? 2 milliards chacun? 2 milliards chacun, ça doit aller. 2 fois plus pour le père, effectivement, 4 fois plus pour le père. Vous savez, Rupert Murdoch a fait 150 milliards dans sa vie. Alors, pas 150 milliards que pour lui, mais 150 milliards de création d'entreprise. C'est absolument gigantesque, de dollars. Et donc, oui, il touche beaucoup d'argent, mais il n'y en a jamais assez. Mais du coup, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'on peut être le groupe Murdoch sans être un grand manipulateur? En gros, est-ce que le groupe résiste aussi à cet esprit-là? Ce que pensent les murdochologues, mais c'est un peu comme les criminologues, on n'en sait rien, mais ce qu'ils en pensent souvent, c'est que le groupe ne survivra pas à Rupert Murdoch. Rupert Murdoch ne peut pas le lâcher tant qu'il ne meurt pas, et une fois qu'il mourra, les enfants s'entre-déchireront et n'arriveront pas à garder le contrôle. Et en même temps, le legs, finalement, est-ce qu'il est... Alors, il y a beaucoup d'argent, mais est-ce qu'il est très glorieux? Enfin, c'est un legs de complotisme, d'euroscepticisme, de climato-scepticisme, donc au fond... C'est un legs absolument ignoble par un aspect, et c'est quelqu'un qui a révolutionné les médias, qui a révolutionné la façon de faire les tabloïds, qui a révolutionné la télévision à péage, qui a révolutionné l'information continue, pour le meilleur ou pour le pire. Pour le pire, j'aurais tendance à le dire, mais qui les a révolutionnés. C'est quelqu'un qui est plus compliqué que simplement un grand manipulateur idéologique. C'est quelqu'un qui a réussi à nombreuses reprises pendant 70 ans de carrière. Voilà, la suite à sa mort, c'est un peu bizarre à dire comme ça, mais c'est vraiment comme ça que ça marche, on l'a bien compris. Eric Albert, merci beaucoup, vous êtes correspondant du Monde au Royaume-Uni et votre enquête sur la succession Murdoch, on la lit encore sur le site du magazine du Monde. Merci beaucoup. Merci. Le 18-20, Fabienne Synthèse, sur France Inter. La suite ce soir, ça se passe en Ukraine et soyez vraiment attentifs à ce reportage sur les échanges de cadavres entre soldats russes et soldats ukrainiens. Pour vous accompagner jusqu'à 19h sous les radars, Kevin Dufresne. Au Canada, où le président de la Chambre des communes a fait applaudir un ancien nazi. Le Monde à 18h51 et l'édito de Franck Madvon. Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. La France se retire du Niger et difficile de ne pas dresser un bilan sévère de la stratégie française au Sahel. Et la BO du Monde, c'est vous Cyril Sauvageau. Bonsoir Cyril. Bonsoir. La défense de la culture inuite ne passe pas forcément par le repli sur soi et sur ses traditions. On le verra avec un très bel album de reprise pop-rock chanté en inuktitut. En attendant, waouh, la BO du Monde ce soir, grâce à Djoubaka, nous fait faire un détour par le sud de l'Algérie, le nord du Mali, avec le groupe Touareg, Tinariwen sur France Inter. وجديك لم أنسى مجامع جيرتي سويت بتمسنا في رخاء وها مغنمي العالم ما سسوسه بين غالشني يا ممدد فيك العالم ما سسوسه بين غالشني يا ممدد
شلون يديم اسحين قيمتك شلون يديم السود رجاله في ليل C'est en Ukraine que nous emmène le reportage d'Un jour dans le monde ce soir. Et je vous le dis, attention à ce que vous allez entendre parce que parfois c'est difficile, c'est cru et sale comme la guerre. Le son que vous entendez derrière moi, ce sont 2 soldats ukrainiens qui fouillent des broussailles dans un petit coin de campagne de la région de Donetsk. Au sud, l'artillerie russe, au nord, les positions ukrainiennes et au milieu, donc, ce no man's land, à côté du village de Blakodatne. Ces 2 militaires ont une mission, ramasser des corps de soldats russes pour les échanger contre des corps de soldats ukrainiens. Impossible évidemment de savoir combien de corps sont échangés, l'information est classée secret défense, mais exceptionnellement, une équipe de Radio France a pu suivre ces 2 militaires pendant leur funèbre travail. La suite, c'est Boris Loumagne qui raconte avec Marc Garvenes et Yachar Fazilov. Risquer sa vie pour trouver les corps de ses ennemis. C'est le travail de Maxime et Volodymyr. Ici, c'est important de surveiller le ciel. S'il y a un drone, cachez-vous sous les arbres. Pas de drone russe pour le moment, seuls quelques sauterelles et des mouches sur cette route de campagne bordée de bosquets et de champs abandonnés. Maintenant, on va avancer sur la route. On va regarder à droite, à gauche. D'habitude, on ne bavarde pas trop avec Volodymyr. C'est un travail silencieux. Il ne faut pas se déconcentrer. On cherche des indices comme des casques, des gilets pare-balles et l'odeur persistante. Maxime et Volodymyr portent des sacs mortuaires blancs qu'ils laissent tomber à terre quand ils pensent avoir repéré quelque chose dans les fourrés. Faites gaffe, là il y a quelque chose, nous dit Maxime. Ah non, c'est la patte d'un chien. Les 2 soldats de la 38e brigade font ce travail depuis 15 jours ici. Ils ont trouvé une quinzaine de cadavres. Dans cette clairière, ils sont morts à cause des obus. Et là, ils ont été tués par balle. Sur la route, Volodymyr évoque ces corps qu'il ramasse tous les jours. L'un d'eux lui a fait penser au personnage de Yorick, le crâne dans Hamlet. Mais ce décor aujourd'hui nous évoque surtout le bruit et la fureur dans Macbeth. Le bruit des frappes russes au loin, la fureur des combats. Au bout de la route, après 1 heure de marche, une masse sombre allongée sur le bitume. En voilà un. C'est mieux que vous reculiez. Volodymyr découpe lentement la ceinture de grenades que porte le soldat russe. Maxime s'approche avec le sac mortuaire. Récupérer les corps des ennemis nous permet ensuite de les échanger avec les nôtres. Ça dépend comment on s'arrange, mais généralement c'est 1 pour 1. Après, si c'est quelqu'un d'important comme un officier, ils sont prêts à l'échanger même contre des vivants pour récupérer son corps. J'ai le mari de ma nièce qui est détenu par les Russes. Et j'espère que si on trouve quelqu'un d'important, on l'échangera peut-être contre lui ou contre l'un de nos gars. Pour moi, c'est une vraie motivation. L'échange des corps se déroule ensuite à la frontière avec la Biélorussie ou dans les régions frontalières de Soumy et de Kharkiv. Silence. Cachez-vous. Un drone passe au-dessus de nos têtes. C'est un engin ukrainien. Maxime l'a reconnu. On peut continuer. Quelques mètres plus loin, par terre, un téléphone transpercé par une balle et un cadavre. Il est là depuis 2 mois. Heureusement, il y a du vent aujourd'hui. Les 2 Ukrainiens abordent les soldats russes. Pour autant, ils ne sont pas insensibles au sort de ceux qu'ils ramassent ici, des jeunes hommes pour la plupart. C'était un ennemi quand il était en vie. Maintenant, c'est un corps, et sa mère l'attend pour l'enterrer dignement.
Pour moi, à la guerre, le principal, ce n'est pas de survivre, c'est plutôt de rester humain. Il faut faire vite à présent, les frappes russes se rapprochent. On va chercher la voiture. Les 2 corps sont chargés à l'arrière du pick-up de Maxime, direction une morgue en retrait du front. Ce soir, en rentrant à la base, Volodymyr ne parlera à personne pendant un long moment. C'est toujours comme ça, nous dit-il. Il fixera un point, les bras ballants, comme hébété par le bruit et la fureur de la guerre. Boris Loumagne pour le reportage, merci beaucoup, avec Marc Gavernès et Yachar Fazilov. Et sous les radars avec vous, Kevin Dufresne. Je commence d'abord au Brésil avec une opération de police baptisée Faux Prophète. Le faux prophète, c'est lui, Osorio José Lopez Jr., un pasteur évangéliste comme il en existe des centaines au Brésil, habitué des conférences diffusées en direct sur Internet, des prêches enflammés sur l'amour de Jésus-Christ, mais qui se déplaçait en voiture de luxe ou en hélicoptère parce qu'il est apparemment un escroc notoire. Il a été arrêté jeudi et l'affaire est affolante. Il est accusé d'être à la tête d'un réseau criminel de près de 200 personnes qui, selon la police brésilienne, a fait pas moins de 50 000 victimes, à qui il a extorqué au total près de 30 millions d'euros. Lopez et ses complices persuadaient en fait des croyants d'investir leur argent, notamment dans de faux projets humanitaires, leur promettant des bénédictions sous la forme de retours juteux sur investissement, le tout teinté de théories du complot. Tout était évidemment faux. Des personnes de tous les milieux sociaux et de quasiment toutes les régions du Brésil ont été arnaquées. D'après les enquêteurs, il s'agit d'une des plus grosses escroqueries jamais vues dans le pays. Et nous voici maintenant au Canada avec un hommage devenu très embarrassant. Oui, c'était vendredi à la Chambre des communes, l'équivalent de notre Assemblée nationale, à l'occasion de la présence de Volodymyr Zelensky. Le président de cette chambre, Anthony Rota, a fait applaudir Jaroslav Hunka, un vétéran ukraino-canadien de la Seconde Guerre mondiale. He's a Ukrainian hero, a Canadian hero, and we thank him for all his service. Thank you. C'est un héros ukrainien, un héros canadien, dit Anthony Rota, affirmant que le Hunka en question s'est battu pour l'indépendance de son pays contre les Russes. Standing ovation de tous les députés, du Premier ministre canadien et du président ukrainien, sauf que quelques heures plus tard, une association de défense de la communauté juive au Canada révèle que Jaroslav Hunka a servi un temps sous l'uniforme nazi, précisément dans la 14e division Waffen-Grenadier de la SS, et je cite l'association dont les crimes pendant l'Holocauste sont bien documentés. Alors hier soir, réaction d'Anthony Rota qui présente ses excuses les plus sincères, dit-il, affirmant regretter d'avoir salué cet homme. Le cabinet du Premier ministre Justin Trudeau affirme qu'il n'était pas au courant de l'invitation. Et puis nous voici maintenant au Monténégro, Kevin, pour un concours assez étonnant. Oui, puisque c'est celui du plus gros flemmard organisé chaque année dans le petit village de Brezna. Les candidats doivent rester allongés dans un lit le plus longtemps possible et les finalistes y sont depuis 38 jours. Je me lèverai quand je m'ennuierai, je ne sais pas trop quand ça va arriver, explique cette jeune femme candidate à l'AFP. Cette année, le record est explosé, puisque jusqu'ici, il était d'à peine 5 jours. Le créateur de ce concours explique qu'à la base, c'était pour s'amuser d'un préjugé dans la région, qui est que les Monténégrins seraient des flemmards. Le vainqueur remporte 1 000 euros. Les participants ont le droit d'avoir... 1 000 euros, juste 1 000 euros. Les participants ont le droit d'avoir leur téléphone, des livres, de recevoir des visites et de se lever quand même un quart d'heure toutes les 8 heures. Ouais, super. C'est vrai que John Lennon l'avait fait avant avec un autre message. Oui, contre quand la même, guerre et pas pendant 38 jours. Oui, allez, voilà de quoi en tout cas vous tirez du livre. Vous partez avec Liz Green, Kevin, Midnight Blues sur France Inter. Night gets darker, no, not like it ever was. Those waves are hitting harder against the rocks, against the shore. I'm fading fast tonight. Just say those words, I wish I heard. My eyes start to get so wide and wild. You know it's gonna be a whole lot of fun tonight. You know it's gonna be a whole lot of fun tonight.
night gets colder, now not like it ever was. And those men are pushing harder against my thighs, against my throat. And I'm fading fast tonight. Just say those words, I wish I heard. My eyes start to get so wide and well. You know it's gonna be a whole lot of fun tonight. You know it's gonna be a whole lot of fun tonight. Just swaying over everything under the dance hall lights. Well, I spy that man, he want that woman, I want his wife. But I'm fading fast tonight. Look over your shoulder, see them boys learn how to fight well. You know it's gonna be a whole lot of fun tonight. I said it's gonna be a whole lot of fun tonight. The night creeps faster, now on bended hands and knees. And as the light breaks in, I'm lying between the wall and my lover's knees. But I faded fast tonight. And though I'm broken-tied, I've had one hell of a ride. And well, you know it's gonna be a whole lot of fun tonight. You know it's gonna be a whole lot of fun tonight. Liz Green, Midnight Blues sur France Inter. Franck Madvon est là et c'est l'édito de 18h50. Fabienne Synthèse. Le 18-20. Franck-Emmanuel Macron a donc annoncé hier le départ du Niger, de l'ambassadeur de France et des 1500 soldats français. Ce soir, vous nous expliquez pourquoi ce retrait forcé consacre l'échec de la stratégie française au Sahel. Ce retrait était écrit. Le président déchu Bazoum, détenu par les putschistes, ne peut plus revenir au pouvoir à court terme. L'ambassadeur de France vivait en état de siège depuis des semaines et les 1500 soldats français au Niger ne peuvent plus travailler avec les nouveaux hommes forts du pays. On se demande, à vrai dire, Fabienne, pourquoi ce retrait de la France n'est pas intervenu plus tôt. Mais l'Élysée dit avoir voulu défendre le principe de la légalité constitutionnelle, on va y revenir. Paris tenait aussi à se montrer solidaire des États africains de la CEDEAO qui menaçaient le Niger d'une intervention militaire. Emmanuel Macron se dit très inquiet pour le Sahel. Il assure que les putschistes ne veulent pas lutter contre le terrorisme. L'exemple du Mali lui donne raison. Dans ce pays, les violences terroristes sont en hausse depuis le dernier coup d'État et les retraits successifs de la France, puis des forces de l'ONU. Les groupes djihadistes progressent, aussi bien le JNIM, affilié à Al-Qaïda dans le nord, que l'État islamique dans l'est. Et par ailleurs, des combats ont repris dans le nord, là aussi, entre l'armée malienne et les rebelles Touaregs. Mais le discours de la France, Franck, sur la sécurité ne doit pas masquer les erreurs que Paris a pu commettre. Oui, ce n'est pas parce que la France a joué un rôle pour la sécurité au Sahel que l'opération Barkhane a été un succès, comme l'a dit hier Emmanuel Macron. D'abord, les opérations françaises dans la région, Serval, puis Barkhane, n'ont pas empêché le terrorisme de prospérer. Les groupes djihadistes contrôlent encore de vastes territoires au Sahel et multiplient les attaques, en particulier au Mali et au Burkina Faso. Ensuite, l'approche française a été, de l'avis de beaucoup d'experts, trop militaire. Dans la doctrine des 3D, diplomatie, défense, développement, l'accent a été mis sur la défense, mais 5000 hommes, c'est un effectif limité pour un immense territoire comme le Sahel. Et quand l'armée française a été montrée du doigt, par exemple lors de la frappe qui a fait 22 morts en 2021 à Bounti au Mali, elle a nié toute responsabilité et rejeté les enquêtes indépendantes. Et dans le même temps, les actions de développement, mal ciblées, ont donné peu de résultats. Et la diplomatie française a aussi commis des maladresses, Franck. Depuis 10 ans, la France donne l'impression de choisir ses régimes. Elle s'était accommodée du premier putsch au Mali en 2020 et surtout elle a
soutenu l'année suivante la prise de pouvoir au Tchad du fils Déby en dehors de tout cadre constitutionnel. Ces incohérences discréditent Paris et alimentent le sentiment anti-français. Emmanuel Macron assure que la France-Afrique est morte, mais les exemples de paternalisme n'ont pas manqué. Exemple en 2019, quand le président français semble convoquer à Pau ses homologues des pays du Sahel après la mort de 13 soldats de Barkhane. Citons encore cette approximation hier soir. Emmanuel Macron a évoqué des règlements de compte ethniques au Niger, une remarque imprudente aux yeux de nombreux chercheurs. Une grille de lecture ethnique semble inadaptée pour ce pays. La France doit aujourd'hui surmonter cet échec, corriger ses erreurs, redéfinir une stratégie au Sahel. Un débat est programmé à l'Assemblée en novembre. Il est temps. Merci beaucoup Franck Madvan, c'est tous les jours dans Un jour dans le monde. France Inter. Le 18-20. Et la BO du monde, c'est vous, Cyril Sauvageau, ou comment la musique qu'on écoute dans un pays parle sûrement autant que les discours politiques. Ce soir, on s'évade pour le Grand Nord canadien, à la découverte d'une chanteuse inuite engagée pour la défense de sa langue et de sa culture. Cette chanteuse s'appelle Elisa Pi. Elle est aujourd'hui l'une des grandes voix de la musique inuite. Même si elle vit et travaille à Montréal, ses origines se trouvent à l'extrême nord du Québec, dans le territoire autochtone du Nunavik. C'est là qu'elle nous emmène avec son nouvel album Inuktitut, un disque de reprise très personnel, chanté dans sa langue natale. Tirani Isa mater na naisuni Tana yoritu godauto nanga Namangima nalini huma Tagali Khayinga khanila. Une langue très musicale. Mais oui, ça le fait très très bien. Ça le fait très bien. Vous aurez reconnu le tube de Blondie, Heart of Glass. Pour ce projet, Elisa Pi a donc traduit et réadapté une dizaine de standards pop-rock, des tubes archi connus des Stones, de Led Zeppelin, Queen, Fleetwood Mac, Metallica, tout ce rock anglo-saxon qui arrivait par la radio dans les villages isolés du Grand Nord et qui constituait souvent l'unique lien avec le monde extérieur. Quand mes cousins écoutaient Metallica, par exemple, pour une fois, il y avait quelqu'un qui leur disait « c'est pas grave d'être triste, de vivre de colère ». Même chose, Led Zeppelin pour mes oncles quand ils vivaient les pensionnats. Quand on leur disait « vous les Inuits, vous êtes vraiment trop sauvages, on va vous montrer comment faire ». Le temps d'une chanson, ils ont senti qu'ils avaient des amis blancs qui leur acceptaient comme ils étaient. Et alors, ce qu'on entend là, Cyril, c'est un des premiers artistes inuits à s'être fait connaître au Canada, c'était dans les années 70. Oui, un certain Willie Thrasher, une sorte de Neil Young du Grand Nord, redécouvert il y a quelques années grâce à une passionnante compilation Native North America qui regroupait des artistes autochtones, inuits ou indiens. Aujourd'hui, Elisa Pi est en quelque sorte l'héritière de ses précurseurs. Elle aussi revendique sa modernité et son ouverture sur le monde pour mieux défendre sa culture. Souvent, je pense que les Inuits, on est vu comme si on doit rester dans l'igloo à boire de l'eau qui vient de la rivière et on reste là puis on fait nos chants traditionnels. Je pense que c'est un point de vue très colonial. Ça nous donne envie peut-être encore plus de montrer comment notre culture évolue, comment elle a toujours été modernisée finalement. Moi, j'aime le vin nature. J'aime voyager, je traîne ma langue partout où je vais. J'essaie de aussi montrer qu'on est très vaste et éclectique. Mais ça y est, on est séduit. Cyril, merci beaucoup. Pas mal cette reprise de Wild Horses des Stones. Inuktitut, oui. Inuktitut, oui, on y était presque. C'est vous qui me l'avez mal écrit. C'est le nouvel album d'Elisa Pi. Elle sera en tournée en France au mois de novembre et toutes les dates, bien sûr, Cyril, sont sur franceinter.fr. Merci beaucoup. Vous revenez lundi prochain pour la peine. La suite ce soir, c'est le journal de 19h avec Hélène Philly, bien sûr. Et puis, juste après, il y a le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébure. Bonsoir à tous. Rédacteur en chef du 18.
18-20, Philippe. Oui, la planification écologique au téléphone sonne ce soir. Ce sont 50 leviers identifiés, un travail de plus de 14 mois, pas facile à résumer. Vous aurez les détails dans le journal qui suit. Je résume à ma façon en paraphrasant le président de la République. Une sobriété mesurée, une croyance dans les innovations avec beaucoup d'investissements et une transformation de tous les comportements consommateurs, producteurs, financeurs. Je retiens cette reprise du contrôle du prix de notre électricité. Message sur notre boîte mail. Le premier poste d'émissions de gaz à effet de serre, c'est le transport. Le pétrole est un poison. Il existe des conversions de moteurs. Elles sont possibles, peu onéreuses. Sur notre mail encore, Guillaume, la formulation plan de planification va mettre la puce à l'oreille des moins crédules. Il s'agit moins de faire que de prétendre vouloir faire. Nous allons dans le mur, mais en ordre de bataille. On va essayer d'être un peu plus positif. Eh ben, écoutez, allez savoir. 01 45 24 7000, en tout cas, pour discuter avec nous. C'est le même numéro sur WhatsApp pour nous laisser des notes vocales et aussi des petits messages écrits. À tout de suite.